Merci beaucoup. J'espère que vous tiendrez le coup. Sans interactivité, ça devient long. Mon Alzheimer débutant fait que j'ai oublié mes liens d'intérêt, mais ils sont équitablement répartis sur toutes les molécules antithrombotiques dont on va parler. Et il n'y en a pas une pour laquelle je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc ça va limiter la portée de mon propos. Enfin, pas trop, je l'espère. Le premier concept, c'est les patients sont extrêmes. Pourquoi ? Sur un plan épidémiologique, et vous l'avez vu avec mes collègues, on va essayer de répartir les patients qui sont à très haut risque thrombotique, on va prendre du risque à prescrire des molécules puissantes, et longtemps, et des patients à haut risque hémorragique pour lesquels on ne va pas prendre ce risque-là, plus court, moins puissant. Et chance pour nous, il y a quelques facteurs de risque qui ne sont pas répartis dans les deux cases. Antécédents de maladies veineuses thromboemboliques, cancer, obésité massive, c'est pour le risque thrombotique et ça n'a pas d'impact sur le risque hémorragique. Et antécédents d'hémorragie, anémie avant la chirurgie et fragilité, concepts que vous connaissez maintenant à connaître, sont aussi des concepts qui n'ont pas d'interférence sur le risque thrombotique mais qui augmentent le risque hémorragique. Et chez ces patients-là, ça va nous permettre de choisir une molécule optimale, quelle que soit sa posologie, soit la plus sûre pour les patients à risque hémorragique, une stratégie optimale pour le risque hémorragique, soit une molécule très efficace et pendant longtemps pour les patients à très haut risque thrombotique. Puis à côté de ça, il y a des extrêmes pharmacocinétiques, et c'est ceux-là dont on va parler, qui entraînent une sur- ou une sous-exposition aux médicaments qu'on va prescrire pour la thromboprophylaxie. Pour la distribution, c'est classiquement le poids corporel. Pour l'élimination, c'est la clairance, la fonction rénale, et on le verra un peu, le poids. Et ces facteurs de risque-là, pharmacocinétiques, ne vont pas nous permettre forcément de choisir la molécule, mais la posologie optimale pour les molécules qu'on va prescrire chez ces patients au risque hémorragique ou au risque thrombotique. Alors, c'est une démarche qui est complètement validée, ces facteurs de risque pharmacocinétiques, dans le traitement curatif, aux doses thérapeutiques. Assez peu dans la prophylaxie. Et je vais m'expliquer pour ça. Poids pour le volume de distribution, rein et âge pour la clearance des médicaments. Et dans les indications thérapeutiques, on ajuste les doses à ces facteurs de risque. Pour les HBPM et la CHENEF, quand vous prescrivez ces molécules à dose thérapeutique, vous ajustez au poids corporel. Et vous n'avez peut-être pas cette notion, mais depuis 2019, avec les HBPM, vous devez aussi l'adapter à la fonction rénale. Pour l'apixaban et le rivaroxaban, j'aurais pu mettre d'autres, vous avez qu'on ajuste ces traitements, une posologie standard à dose thérapeutique, mais on réduit la posologie parce qu'il y a un risque d'accumulation selon l'âge, le poids et la créatinine pour l'apixaban et le Cockcroft pour le rivaroxaban. Mais dans le Cockcroft, vous le savez, il y a le sexe, le poids, l'âge et la créatinine. Donc en un seul facteur, on a tout mis, mais pour l'apixaban, ils avaient décidé de ne pas utiliser le Cockcroft et de faire ça. Le problème, c'est que le développement des molécules en thromboprophylaxie, et non plus cette fois-ci en dose thérapeutique, a été fait à dose fixe. Or, on sait que c'est probablement une erreur et qu'il y a des molécules qui ont été exposées à un surrisque hémorragique parce qu'on n'a pas tenu compte de ça. C'est un vieux papier que Nadia connaît parfaitement bien, qui vous montre le risque hémorragique en chirurgie orthopédique majeure selon les facteurs de risque pharmacocinétiques que je viens de vous décrire. Et on s'arrêtait à 30 millilitres minute de Cockcroft égaux à l'époque. Pourquoi ? Parce que le fondaparinux, les molécules évaluées dans ces études-là étaient contre-indiquées. Donc il n'y a pas de patient en dessous de 30. Mais on peut imaginer qu'en dessous de 30, on aurait continué à augmenter le risque hémorragique et que ça devenait catastrophique. Mais déjà, entre 30 et 50, ce n'est pas terrible. Le poids corporel, 50 kg, c'est un vrai cut-off qui augmente de façon considérable le risque hémorragique par rapport aux autres. Et voyez que la fonction rénale et le poids corporel augmentent de façon considérable probablement l'exposition des molécules des patients à ces molécules-là et donc au risque hémorragique. Pour l'âge, c'est un petit peu moins net, en tous les cas avec le cut-off de 75 ans. Et donc cette variabilité pharmacocinétique, elle va probablement nous permettre de choisir une posologie optimale pour chacune de ces molécules. Et ça a été l'esprit des mises à jour des recommandations dans ce contexte-là. Et donc, ces recommandations, on a fait le choix
d'une molécule optimale en fonction des facteurs de risque thrombotiques ou hémorragiques, selon le rapport bénéfice-risque de chacune de ces molécules chez les patients extrêmes. Vous ne l'aurez pas, il n'y a pas d'essai randomisé chez l'insuffisant rénal de grande taille, il n'y a pas d'essai randomisé chez le petit poids corporel, et ainsi de suite. Donc on va travailler essentiellement sur des sous-groupes et sur des strates de patients extrêmes. On va faire un choix d'une molécule plutôt qu'une autre sur des critères de maniabilité, demi-vie d'élimination très courte pour les patients à très haut risque hémorragique, ou présence d'un antidote spécifique, et puis bien sûr le choix d'une posologie optimale selon le rein, la fonction rénale, le poids des patients, et ainsi de suite. Et on s'approche d'une médecine qu'on avait appelée jusqu'à maintenant médecine personnalisée, et vous allez en voir un autre wording qui arrive, c'est une médecine stratifiée. Pourquoi? Basée sur les strates, les sous-groupes dont on dispose dans la littérature. Et donc, on va commencer avec la fonction rénale. Le premier bémol, c'est quand vous allez sur le site de l'HAS ou de la Société française de néphrologie, dialyse et transplantation, on vous dit d'utiliser le CKD-EPI pour ajuster les posologies de vos médicaments chez l'insuffisant rénal. Or, tout le développement des antithrombotiques avait été fait avec le Cockcroft-Tego. Est-ce que ça pose un problème? Dans ces recommandations, on va vous suggérer de continuer à utiliser le Cockcroft-Tego. Et pourquoi? Parce que c'est probablement une approche très sécuritaire pour les anticoagulants. Je vous ai mis ici des estimations de la fonction rénale selon CKD-EPI ou le Cockcroft-Tego, selon que vous ayez 60 ans, 70 kg, 100 de créate, ou 85 ans, 50 kg, 100 de créate. Et vous voyez que le CKD-EPI vous fait une vraie estimation de la fonction rénale, mais finalement vous identifie assez peu les patients à haut risque hémorragique et à haut risque d'accumulation. Et vous voyez qu'avec le Cockcroft-Tego, dès le patient de 70 ans, 60 kg et 100 de créate, on va commencer à proposer un ajustement posologique de certaines de nos molécules, ce qu'on ne ferait pas avec le CKD-EPI. Approche sécuritaire, dans un contexte périopératoire, le risque hémorragique prend le pas sur le reste. Et donc, on va vous proposer d'ajuster ça sur le Cockcroft-Tego. L'autre point, avant que je rentre dans le vif du sujet, c'est on va se baser sur l'harmonisation des AMM européennes des HBPM qui a changé la donne en 2019. Il faut être au courant de tout ça. On a levé la contre-indication systématique des HBPM à moins de 30 ml/min chez l'insuffisant rénal sévère et on peut utiliser ces molécules en dessous. L'enoxaparine entre 15 et 30 à condition de réduire de moitié les doses prophylactiques et les doses thérapeutiques. Et on peut utiliser la tinzaparine sans modifier les doses jusqu'à 20 ml/min. Alors c'est basé sur des données pharmacocinétiques essentiellement et la plupart du temps sur des modélisations. Mais en gros pour l'enoxaparine, je vous montre ce sur quoi c'est essentiellement basé. On a regardé ce qui se passait avec la dose de 20 mg ou 2000 unités d'enoxaparine chez des patients insuffisants rénaux sévères en termes d'antidissa maximal, antidissa résiduel ou d'air sous la courbe par rapport à une population de référence non insuffisante rénale sévère qui reçoit 40 000 unités. Et vous voyez que d'avoir réduit la posologie de moitié vous ramène vos activités antidissa aux mêmes valeurs. Voilà ce sur quoi c'est basé. Et comment on s'en sert ? C'est encore une fois un document provisoire en termes de cours d'évaluation. On vous dit d'adapter les modalités de la thromboprophylaxie médicamenteuse à la fonction rénale, 1+, 15-30 et inférieur à 15, insuffisant rénaux sévère, insuffisant rénaux terminaux ou dialysés. D'utiliser chez les insuffisants rénaux sévères l'héparine non fractionnée en deuxième intention par rapport aux HBPM. Sur des raisonnements de rapport bénéfice-risque, on a au moins une étude, Protect, qui nous montre que les HBPM font au moins aussi bien que l'héparine non fractionnée dans cette population-là. Et puis le risque de thrombopénie induite par héparine est 5 fois moins important avec les HBPM plutôt que la HNF. Et on vous recommande d'utiliser les HBPM selon leur AMM réévalué depuis 2019. En dessous de 15 ml/min, les HBPM sont contre-indiqués. Et à l'instar de notre président du GIHP, je vous ai fait un peu de coloriage et on va reprendre des tableaux colorés. Et vous pouvez résumer tout ce que je vous raconte
Et comme je savais que les appareils photo allaient se lever, vous avez ici texte provisoire en cours d'évaluation. Et donc, HNF en deuxième intention jusqu'à 15 minutes, en première intention à la dose de 5000 x 2 de grade 1+ chez l'insuffisant rénal terminal. L'enoxaparine, 4000 ou 2000 unités selon le risque thromboembolique veineux jusqu'à 30 minutes. Obligatoirement 2000 unités jusqu'à 15, contre-indiqué en dessous. Tinzaparine, les posologies habituelles, 4005 ou 3005, contre-indiqué en dessous de 20 millilitres minute, selon les AMM de l'harmonisation européenne. Si je vous rajoute maintenant le fondaparinux pour que vous ayez sur le même tableau toutes les valeurs, le fondaparinux, vous pouvez l'utiliser, on l'a vu avec les recommandations précédentes, à la posologie de 2,5 mg une fois par jour, au-dessus de 50 millilitres minute. En dessous de 50 millilitres minute, il faut réduire la posologie. Malheureusement, cette posologie n'est pas disponible en France. C'est une AMM européenne, mais la HAS n'a toujours pas validé ce schéma. Et le fondaparinux est contre-indiqué en dessous de 30 millilitres minute. Si on passe aux AOD, on vous recommande d'utiliser les AOD, notamment pour le rivaroxaban et l'apixaban, en deuxième intention entre 30 et 15 millilitres minute. Rappelez-vous qu'ils ont l'AMM jusqu'à cette valeur-là. En deuxième intention, pourquoi? Parce que les données disponibles avec les AOD dans cette population sont quand même très restreintes, que la demi-vie des AOD rivaroxaban apixaban est plus prolongée que celle de HBPM, donc d'un maniement plus restreint. Et puis, on a toujours le problème de l'antidote spécifique qu'on a avec les HBPM, une certaine expérience avec les HBPM, assez peu avec les AOD dans ce contexte périopératoire. Pour le dabigatran, je vous rappelle qu'il est formellement contre-indiqué en dessous de 30 millilitres minute, qu'en dessous de 50 millilitres minute, vous devez utiliser la posologie réduite de 150 une fois et au-dessus de 220 une fois. Puis on pourrait rajouter l'aspirine. Et là encore, à l'instar de mes collègues, je suis assez peu pro-aspirine dans ce contexte, avec toutes les études qui vous ont été évoquées là, que ce soit au-dessus de 30 millilitres minute et encore moins en dessous de 30 millilitres minute, puisque l'aspirine n'a pas été évaluée dans cette indication-là. Je vous propose maintenant de passer à un autre extrême qui est l'obésité. Les données dans ce contexte-là sont assez pauvres. Et on sera essentiellement sur du grade 2+, et essentiellement sur des données de pharmacocinétique, qui est l'activité anti-DISA, on a observé sous nos molécules utilisées dans cette population. La première chose, ça vous a été dit, on considère que l'obésité modérée à sévère, c'est-à-dire à moins de 40 millilitres minute, n'est pas un facteur de risque majeur et qu'il faut être au-dessus de 40 km² en termes d'IMC pour considérer l'obésité comme un facteur de risque majeur d'événements thrombotiques. En conséquence, on vous propose de ne pas utiliser de majoration de des doses de prophylaxie chez les patients entre 30 et 40. Chez les patients qui ont plus de 40, on vous propose d'utiliser les HBPM ou le fondaparinux de préférence à l'héparine non fractionnée pour des questions de données disponibles et d'expérience avec ces molécules-là. On vous propose d'utiliser des doses majorées d'héparine de bas poids moléculaire ou de fondaparinux chez ces patients à plus de 40 km². C'est basé sur une méta-analyse de plein de données de cohorte essentiellement, qui vous montre qu'en utilisant des doses majorées, vous réduisez de 50% le risque thrombotique veineux par rapport à des doses classiques, sans augmenter le risque hémorragique. Et les doses majorées qui vous sont proposées dans ce texte-là, à l'état provisoire, c'est 4000 à 6000 unités 2 fois par jour d'enoxaparine, plutôt 6000 unités 2 fois quand l'IMC est supérieur à 40 et le poids supérieur à 150 kg par mètre carré, et qu'on laisse une porte ouverte aux 6000 unités une fois par jour plutôt que 4000 2 fois par jour, dans cette indication-là, encore une fois basée sur des données pharmacocinétiques d'une étude française, notamment d'Anixteb. La tinzaparine, c'est 75 unités kilo une fois par jour ajustées au poids réel des patients. La déparine, c'est plutôt 5000 unités 2 fois par jour. Et le fondaparinux, c'est doubler la dose, 5 mg une fois par jour plutôt que 2,5 une fois par jour. On vous propose d'associer d'une compression pneumatique intermittente, comme vous l'a proposé
Paul tout à l'heure, quand il y a une chirurgie majeure et un facteur majeur de thrombose, quel IMC supérieur à 40, et on vous propose de faire une durée minimale de 10 jours en cas de chirurgie bariatrique. Pour le faible poids corporel, pour le moment, on ne s'est pas encore mouillé dans ces textes-là. On n'a pas proposé de recommandations, mais le petit poids corporel est un facteur de risque hémorragique. C'est un facteur de variabilité pharmacocinétique de surexposition à la molécule. C'est aussi un marqueur indirect de fragilité. Et il y a un rationnel dans cette indication pour préférer les HBPM et d'utiliser les faibles doses prophylactiques d'HBPM dans cette indication-là, selon les AMM respectifs de chacune des molécules. Mais c'est un texte qu'il va falloir qu'on retravaille de façon consensuelle. Pour l'âge aussi, paradoxalement, on ne s'est pas encore plongé là-dedans, probablement parce que la discussion est difficile, parce que l'âge est un facteur de risque hémorragique et thromboembolique, qu'on a considéré, et c'est le texte que tu nous as montré tout à l'heure, qu'à plus de 75 ans, ce n'était pas un facteur de risque de thrombose majeure, contrairement à l'obésité à plus de 40, au cancer actif, aux antécédents de thrombose, que l'âge est moins prédictif du risque hémorragique que la fragilité en elle-même. Donc c'est plutôt à la fragilité qu'il faut s'intéresser plutôt qu'à l'âge. Que l'âge est un facteur de variabilité pharmacocinétique moins important que ne l'est le poids et la fonction rénale. Et donc ça vous explique pourquoi jusqu'à maintenant l'ESA, alors qu'on n'a pas encore nous statué, avait proposé de ne pas changer les doses prophylactiques chez le patient âgé sur le seul critère âge. Et il y a un rationnel pour utiliser un score de fragilité plutôt que l'âge, et ce score de fragilité pour en faire un dépistage non spécialisé. Et si vous trouvez avec ces scores-là que le patient est fragile, à ce moment-là, vous partez sur une évaluation gériatrique spécialisée. Et finalement, j'en ai fini. Vous avez vu que ces documents sont encore provisoires, ils demandent validation, mais on a essayé de s'approcher au plus près des patients qui nous ennuient au quotidien parce qu'ils sont à très haut risque hémorragique ou à très haut risque thrombotique. Je vous remercie.